Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie du député Jérôme Lambert. Bonjour, monsieur le député. Bonjour. Donc, pour faire un petit tour d'horizon vous concernant, on rappelle que vous êtes député de la Charente. Vous siégez au sein du groupe parlementaire radicaux, républicains, démocrates et progressistes, qui, on peut le dire, grosso modo, fait partie de ce qu'on appelle la majorité, et pourtant vous gardez une certaine indépendance, parce qu'il y a beaucoup de votes pour lesquels vous êtes exprimé contre l'avis du gouvernement. Vous n'avez pas... Je Oui. suis un, je suis un député libre de mes choix. J'emploie cette formule parce que je l'avais utilisée dans ma profession de foi lors des dernières élections. Voilà. Très bien. Donc, on peut dire que ça se traduit comment? Vous n'avez pas voté la confiance au gouvernement Valls 2, par exemple. Sur le dossier du mariage gay, on avait un peu parlé de vous aussi, parce que vous étiez déclaré contre le mariage gay. Je m'étais déclaré contre le troisième volet de cette loi qui concernait le statut des enfants adoptés. Donc je me déclarais contre un statut de double filiation paternelle ou double filiation maternelle, ce qui reste une aberration. Maintenant, j'ai rien contre le mariage lui-même, ni même l'adoption. Mais ça concernait le statut des enfants. Merci pour ces précisions. Et là, plus récemment, on a parlé un peu de vous, parce que vous aviez fait partie d'une délégation. Donc, il y a 10 parlementaires français qui sont allés en Crimée pour rencontrer des autorités russes. Alors, vous allez nous dire de qui il s'agit. Qui avez-vous rencontré là-bas? D'abord, je vous remercie d'attirer l'attention de tous ceux qui vont regarder cette interview sur l'activité que je peux conduire au sein de l'Assemblée nationale. Je suis allé aussi récemment en Ukraine. Je dirais que personne ne m'a interrogé sur ce voyage. Bon, là, c'est vrai qu'on est toujours un peu dans la même problématique, qui est la problématique de, finalement, la politique de voisinage de l'Union européenne. Moi, je suis vice-président de la Commission des affaires européennes à l'Assemblée nationale et je suis, entre autres, en charge du suivi de la politique de voisinage. C'est pour ça que je me rends dans de nombreux pays dits voisins de l'Union européenne, la Russie, l'Ukraine, mais aussi les pays du Maghreb, de l'Europe centrale, etc. Et c'est un petit peu mon rôle d'établir des relations et de voir un petit peu la situation de ces contrées qui sont les voisins de l'Union européenne. C'est pour ça que j'étais allé en Ukraine il y a quelques mois, et c'est pour ça que j'étais déjà allé en Russie à plusieurs reprises ces dernières années, et que là, l'opportunité de me rendre en Crimée, qui est une région actuellement qui fait l'objet de beaucoup de discussions, de débats, de conflits, au moins de conflits sur le plan de la scène internationale, parce que sur le plan local, j'ai pas vu beaucoup de conflits, heureusement d'ailleurs, en Crimée. Mais c'était pour moi une occasion de me rendre, en me rendant sur place, de me rendre compte de la situation, comme j'étais allé à Kiev, à Odessa, par exemple, comme je vous le répète, il y a quelques mois, pour aussi me rendre compte de la situation. Et du coup, vous avez rencontré qui et quelle est la situation sur place alors? Oui, en Crimée, nous avons rencontré les autorités de la République de Crimée, la République autonome de Crimée, puisque c'est son qui est rattaché aujourd'hui à la suite d'un référendum à la Russie. Nous avons rencontré donc le président de la Douma de Crimée. Hein. Nous avons rencontré le gouverneur de la Crimée. Nous avons rencontré le Premier ministre de la Crimée. Voilà, nous avons rencontré donc les représentants du peuple de Crimée. Et quel était l'objet de ce voyage? Est-ce que vous pensez que la France doit reconnaître le rattachement de la Crimée à la Russie? Je ne pense pas que la France doit nécessairement être la première nation à reconnaître un état de fait qui est un état d'annexion de la Crimée par la Russie. Mais je pense que nous devons pour autant nous intéresser à ce qui se passe dans cette région et finalement, en discutant, en essayant de comprendre la situation, faire évoluer la perception que, je dirais, la communauté internationale doit avoir de la situation en Crimée. Bon, de ce point de vue-là, je ne pense pas qu'une reconnaissance ipso facto de la France seule permettrait de faire évoluer grandement les choses. Mais je crois que nous devons
discuter avec les autorités russes, discuter avec les autorités ukrainiennes, discuter avec les autorités de Crimée, de façon à ce que la situation se normalise dans cette partie du monde. Mais néanmoins, quand je parle de normalisation, c'est sur le plan, je dirais, un peu institutionnel, si vous voulez, parce que quand on se rend sur place, nous avons circulé, nous avons visité plusieurs villes, nous avons été en contact de milliers de personnes qui sont dans les rues, qui sont sur les plages, qui sont dans les lieux de restauration et autres. Et comme c'est la période d'été à Yalta, à Sébastopol, il y a beaucoup de monde, y compris dans les rues, ben nous y avons vu un pays en paix. Hein. J'ai été étonné d'ailleurs que finalement certains nous reprochent d'aller voir. Quel est le problème? On va voir, on en tire des conclusions. Moi, je suis allé à Kiev, j'ai vu à Kiev des choses, j'en ai tiré des conclusions. Je vais à Odessa, je vais, pareil, en Ukraine, j'en tire des conclusions. Je vais à Sébastopol, à Yalta, j'en tire des conclusions. C'est mon rôle d'être, je dirais, un observateur pour après me servir de mes observations pour faire des propositions. Et moi, ce que j'ai proposé, c'est que finalement, l'Union européenne, elle reconnaît la libre détermination des peuples, l'autodétermination des peuples. Nous l'avons constaté récemment à travers un référendum que les Écossais ont eu parfaitement le droit d'organiser. On connaît le résultat, il a été négatif. Mais ce référendum a eu lieu en Écosse, en Union européenne. Il est question aussi de pouvoir faire des référendums, en tout cas c'est tout à fait permis en Espagne, dans certaines régions, en Catalogne. Pourquoi n'en serait-il pas de même dans une région périphérique de l'Europe, qui n'est pas l'Europe, mais on dirait, nous, les Européens, vous n'avez pas le droit de faire un référendum d'autodétermination des peuples en Ukraine, alors que nous avons, nous, ce droit dans l'Union européenne. Les Ukrainiens qui aspirent à se rapprocher de l'Union européenne, avec lesquels nous avons un accord d'association, feraient bien de penser que finalement l'évolution naturelle des choses serait que les habitants de Crimée puissent être libres de leur destin. Mais dans ce cas-là, pourquoi parler d'annexion alors ? Parce qu'aujourd'hui, le processus n'est pas reconnu tout simplement par la communauté internationale. Oui, mais la communauté internationale, au final, c'est, quand on regarde bien, c'est les États-Unis et puis quelques États vassaux. Ça ne représente pas du tout l'intégralité des pays du monde. Oui, enfin, c'est aussi quand même une résolution des Nations Unies. Bien sûr que ce n'est pas que les États-Unis qui votent aux Nations Unies. Mais c'est vrai, néanmoins, quand l'Ukraine quand la Crimée a été rattachée à l'Ukraine, quand la République autonome de Crimée a été rattachée à l'Ukraine en 1954 par Nikita Khrouchtchev, premier secrétaire du Parti communiste d'Ukraine, qui devient premier secrétaire du Parti communiste d'Union soviétique. Il quitte l'Ukraine, et en quittant l'Ukraine, il fait cadeau de la Crimée, qui était russe jusqu'à présent, République autonome rattachée à la Russie, il en fait cadeau à l'Ukraine. Y a-t-il eu une consultation de la population à ce moment-là? A-t-on demandé leur avis aux Ukrainiens, aux habitants de Crimée, aux Russes? Personne. Ça a été la décision d'un homme, d'un premier secrétaire du Parti communiste d'Union soviétique. Y a-t-il eu à ce moment-là des protestations internationales de l'ONU ou de la France ou l'Union européenne en 1954 n'existait pas. Mais enfin, est-ce que des pays de l'Union européenne ont protesté? Bon, j'étais pas né, mais je connais l'histoire. Et je ne crois pas qu'il y ait eu la moindre protestation. Or, 60 ans après, un processus s'inverse. Un territoire qui avait été annexé par l'Ukraine et redevient russe. Redevient russe parce que les Ukrainiens, les habitants de Crimée, ont eu la possibilité de s'exprimer à travers un référendum. Le problème, c'est que ce référendum était prévu dans la constitution ukrainienne, pas de problème, il a eu lieu dans un processus institutionnel, mais ce processus institutionnel a été remis en cause par les autorités ukrainiennes et finalement n'a pas été reconnu, au motif que ce référendum s'est déroulé alors qu'il y avait des soldats russes en Crimée à ce moment-là.
Voilà, très bien. Oui, mais excusez-moi, je vous coupe, mais les autorités ukrainiennes même qui ont fait ça, elles-mêmes, on pourrait dire qu'elles sont illégitimes puisqu'elles sont issues d'un coup d'État. Oui, puis vous savez, nous en France, c'est difficile de donner des leçons au monde entier quand on se souvient de notre histoire, et de notre histoire récente. Hein, je ne vais pas remonter aux Gallo-Romains. Dans le début des années 70, on a bien organisé un référendum aux Comores. Comores qui était un territoire français, enfin une colonie, on va dire, française. Et Mayotte a décidé de rester français. Il y avait des soldats, il y avait des gendarmes, il y avait des... Et on a été... Et la France a été condamnée par l'Assemblée générale des Nations unies par rapport à cette situation aux Comores et à Mayotte. Et cette résolution des Nations unies vaut toujours. Elle n'a pas été abolie. Donc, si vous voulez, quand on dit la France a organisé un référendum aux Comores début des années 70 pour annexer Mayotte, aujourd'hui, personne n'y retrouve rien à redire. Pourtant, il y a une condamnation des Nations unies. Aujourd'hui, c'est la Russie qui organise un référendum, enfin, les habitants de Crimée qui organisent un référendum pour redevenir russes qu'ils avaient été pendant des siècles. Ils ont été ukrainiens pendant 60 ans, par la volonté d'un homme, Nikita Khrouchtchev, ils redeviennent russes. Et bon, moi ce que je demande simplement, ce que j'ai dit au président de la Douma de Russie, à l'occasion d'un précédent déplacement que j'avais fait il y a quelques mois, je lui avais dit qu'il serait peut-être, après tout ça pourrait être une solution, il pourrait être nécessaire de reformuler une nouvelle question aux habitants de Crimée, un jour ou l'autre, dans quelque temps, de façon à ce que là, le débat soit clos, qu'on puisse faire un référendum dans des conditions qui ne soient pas des conditions de précipitation. Encore que, vous savez, quand on fait référence à des processus de référendum, on a vu en Grèce récemment un référendum qui s'est organisé en l'espace d'une quinzaine de jours. Hein. Donc, voilà. Donc, et sous des pressions énormes, pour le coup aussi en Grèce. Hein. Donc, peut-être qu'on pourrait envisager finalement... mais les Russes n'acceptent pas cela parce qu'ils disent que le référendum a déjà eu lieu. Voilà. Donc il ne s'agirait pas de poser deux fois la même question. Ça n'aurait pas beaucoup de sens. Et les Ukrainiens n'en veulent pas non plus du tout. Moi, j'ai posé la question aux Ukrainiens aussi. J'avais reçu une délégation ukrainienne 15 jours, à peu près 3 semaines avant de partir en Crimée, ici. Je les avais reçus en tant que vice-président de la Commission des affaires européennes. J'avais tenu une discussion avec eux, ils étaient 7 ou 8 parlementaires, je leur avais demandé par rapport à la Crimée, et je les avais sentis, pas seulement sentis d'ailleurs, je les avais entendus extrêmement rigides. Pour eux, pas question de discuter du statut de la Crimée. Bon, voilà, à mon avis, on arrivera quand même à une solution, à un moment ou à un autre, et cette solution, ça ne sera pas la force des armes. Ça m'apparaît évident. Personne ne va aller libérer la Crimée par des armes. Il faut demander l'avis des habitants de Crimée ou reconnaître que l'avis qui a été demandé aux habitants de Crimée, déjà, est valable. Il n'y a pas de 36 solutions. Alors ce conflit, ces discussions, cette volonté de rapprochement que vous avez avec les Russes, c'est quelque part, vous avez envie de dire au gouvernement... tout le monde ne pense pas comme vous, et attention, ne jouons pas avec le feu. Pourquoi est-ce que le dossier russe vous intéresse particulièrement, alors que par exemple sur la Libye, vous étiez partisan de l'intervention ? La Libye, c'est compliqué. Mais si vous me posez la question là-dessus, il se trouve que je connais un petit peu la Libye. J'y suis allé plusieurs fois du temps de Kadhafi. J'étais vice-président du groupe d'amitié, enfin, c'était pas le terme qu'on employait, mais disons que je m'occupais des relations avec la Libye. Comme d'ailleurs, je m'occupais et je m'occupe encore des relations avec la Syrie, en tant que vice-président du groupe d'amitié avec la Syrie. Mais d'ailleurs, excusez-moi, je vous coupe, mais sur la Syrie, d'ailleurs, vous aviez déclaré que cette intervention était totalement... Enfin, qu'il ne fallait pas intervenir. Oui, oui, tout à fait. Oui, je pense que ce que nous avons fait en Syrie depuis 4 ans est un peu en dépit du bon sens. D'ailleurs, on voit le résultat. Je ne dis pas que M. Bachar el-Assad est un homme formidable. En tout cas, sa politique a aussi conduit aux résultats que nous connaissons. Mais disons qu'on l'y a grandement poussé, grandement aidé par
par nos inconséquences en soutenant des mouvements qui n'avaient pas lieu d'être soutenus. Voilà. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, François Hollande et Laurent Fabius ont soutenu des groupes dont on sait aujourd'hui qu'en fait ce sont plus ou moins l'État islamique, en leur livrant des armes, des financements, etc. Est-ce que si on veut mettre fin aux politiques d'ingérence, qui sont des crimes d'ingérence, hein, le droit international n'autorise pas du tout l'ingérence, est-ce qu'il ne faut pas commencer par juger les responsables et les coupables, par exemple François Hollande? Non, mais je ne pense pas que... Je suis même convaincu que François Hollande n'a pas... Et Laurent Fabius et les autres dirigeants européens ou d'autres avaient la volonté d'armer les terroristes. Laurent Fabius, je vous coupe, excusez-moi, a quand même déclaré, en parlant du front Al-Nosra, ils font du bon boulot sur le terrain en Syrie. J'ignore cette déclaration, mais c'est dans Le Monde. S'il l'a faite, c'est pour autant, pour le moins maladroit, voire pas admissible. Mais on a fait des erreurs en Syrie. Il fallait... mais le premier qui a fait des erreurs, c'est le président Bachar el-Assad. C'est vrai que quand il a commencé à réprimer de la façon dont il l'a fait les premières manifestations, on aurait pu lui dire fais attention à ce que tu fais, quoi. En fait, c'était des manifestations, il y a quand même des policiers qui ont été attaqués à l'arme lourde. Oui, mais pas dans les toutes premières. Enfin, c'était... il y avait une demande sociale en Syrie. Je vous dis, je connaissais la Syrie d'avant, et la dernière fois que j'ai vu Bachar el-Assad et que je me suis rendu en Syrie, c'était peut-être 6 ou 7 mois avant le commencement des premières manifestations. Et d'ailleurs, cette situation de demande sociale, de demande d'ouverture du régime, j'en ai parlé, j'étais pas tout seul, hein, j'étais avec Gérard Bapt, par exemple, nous en avons parlé avec Bachar el-Assad. Hein, donc il y avait un débat qui était ouvert, y compris dans la société syrienne. C'est pour ça d'ailleurs qu'on en parlait avec lui. Et il reconnaissait que ce débat était ouvert. Sauf que quand le débat a pris une tournure un petit peu plus revendicative, là le régime s'est cabré. Après, dans tous les cas, on sait très bien que ça ne justifie pas l'ingérence. L'ingérence n'est pas permise dans le droit international. Donc on ne va pas aller armer l'État islamique sous prétexte que tel régime n'accorde pas assez de droits sociaux ou de liberté. Oui, on ne doit pas le faire. D'autant que quand on le fait, on voit les résultats que ça donne aujourd'hui en Syrie. C'est un État qui n'en est plus un et qui est le foyer d'une rébellion, enfin pas d'une rébellion, d'un foyer d'un islamisme. C'est difficile même d'employer le mot islamisme parce qu'on mêle l'islam à tout ça. Quand on connaît un peu l'islam, on ne peut que pleurer sur l'utilisation de ce mot-là. Alors pour revenir un peu sur le dossier russe, on voit que finalement c'est pas forcément c'est même pas du tout les intérêts de la France de se brouiller avec le voisin russe. C'est très mauvais pour notre économie. Est-ce qu'on finalement n'est pas en train de payer, c'est-à-dire le peuple français n'est pas en train de payer une politique impérialiste américaine dont nos dirigeants sont aujourd'hui totalement à la remorque? C'est vrai que je pense que ce qui se passe actuellement en termes de répercussions économiques à travers l'embargo, c'est plutôt meilleur pour les Américains que pour les Européens et que pour les Français ou la France en particulier. Oui, c'est un fait. On voit, j'avais demandé, ils ne m'ont pas été communiqués, mais j'ai demandé à ce qu'on me communique l'état des échanges, les balances commerciales, si vous voulez, depuis l'embargo, pour voir qui était véritablement impacté. Mais on sait que les Américains continuent de fournir des avions, des Boeing, hein, des avions civils. Ça va, le marché est florissant. Nous, on ne peut plus vendre notre viande de porc. Alors, ce n'est pas la même chose qu'un Boeing, mais pour nous, ça compte. Hein, et on y perd des centaines de millions d'euros, on le sait. On ne peut pas livrer des bateaux qui sont des bateaux dont la technologie la plus importante était russe, puisque pour nous, on fournissait la coque, hein, les Russes fournissant tout ce qui était l'appareillage électronique. Donc la coque, n'importe quel chantier naval moderne aujourd'hui est capable de construire des bateaux comme les Mistral. Et il n'y avait pas d'intérêt stratégique, si vous voulez, c'était pas du matériel hautement stratégique, ces navires. Pour autant, on les a bloqués, ça va nous coûter cher. On vend des Mirages, des Rafales au maréchal Sissi, très bien.
très bien. Maréchal Sissi qui se les fait payer par l'Arabie Saoudite, d'après ce qu'on comprend, ou les États du Golfe, parce que l'Égypte aujourd'hui a guère les moyens d'acheter beaucoup de matériel. Maréchal Sissi, je vais dire simplement qu'il a à son actif plus de morts à travers les répressions qu'il mène, à tort ou à raison, dans son propre État, qu'il y a eu de morts en Ukraine ces dernières années. C'est un fait. Donc, je trouve toujours étonnant que, pour certains, on mette des considérations morales, etc., et que pour d'autres, finalement, ça passe au second plan. Voilà. Donc, pour moi, la Russie est un État important qui est nécessaire à l'équilibre du monde. Je veux dire, faire disparaître la Russie et laisser l'Europe face aux États-Unis, l'Europe face à la Chine, les États-Unis face à la Chine, à mon avis, la Russie et tout ce qui est l'univers russe doit contribuer à l'équilibre du monde. Voilà. Donc, il ne s'agit pas d'humilier la Russie, il s'agit de faire en sorte qu'elle puisse contribuer à cet équilibre. Et comment est-ce qu'on pourrait faire, comment les citoyens français pourraient s'organiser pour faire en sorte de ne plus avoir des gouvernements qui trahissent leurs intérêts? Parce qu'avec Nicolas Sarkozy, c'était déjà très atlantiste. François Hollande continue dans cette posture atlantiste. Les Français, finalement, ne sont jamais consultés sur ces questions-là. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour infléchir? Donc vous, on voit bien ce que vous faites, vous essayez de faire des voyages, de vous rapprocher, etc. C'est très bien. Mais finalement, c'est pas vous qui décidez, je suis désolé de vous le dire. C'est François Hollande, c'est Nicolas Sarkozy, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre fin aux politiques impérialistes, suivistes de la France? Bon, c'est vrai on est loin de tout décider, mais il nous arrive quand même de voter des traités, ou de ne pas les voter. Bon, même si parfois... Ah oui, mais attendez, non mais je vous coupe, parce que là, on peut pas ne pas penser à 2005. Bien sûr, bien sûr. J'allais tout de suite vous dire, oui, mais il y a une trahison du référendum, assurément. Moi, j'avais fait campagne pour le non. Et j'avais assumé ce non jusqu'à l'élection, pas simplement jusqu'à la décision du Parti socialiste. J'étais allé au-delà dans mon engagement. Mais finalement, ce sont quand même les députés. Donc le rôle des députés est important. Mais là, le rôle des députés a été une trahison du vote des Français. Donc ça veut dire que ce système politique est obsolète? Non, ça ne veut pas dire que le système est obsolète. Ça veut dire qu'on a des élus qui doivent rendre des comptes et que les Français peuvent leur en demander. Après tout, si les Français sont satisfaits des élus pour lesquels ils votent et qui, une fois élus, votent le contraire de ce qu'ils leur ont dit, et que les Français continuent de voter malgré tout pour eux, moi je dirais, les Français ont le choix, sont libres. Ah oui, mais cette liberté, je vous coupe, excusez-moi, pardonnez-moi, elle est quand même toute relative parce que vous savez quand même comment ça fonctionne. Il y a un système médiatique qui est aujourd'hui extrêmement puissant et qui façonne beaucoup l'opinion publique. Qui façonne, pas tant que ça. Vous voyez justement le référendum de 2005, tous les médias étaient pour le oui, on pronostiquait la victoire du oui jusqu'au dernier moment, enfin pratiquement, et puis tous les bien-pensants s'exprimaient pour le oui, puis finalement le non l'a emporté. Donc non, je pense que le système, c'est pas le système politique qui est obsolète, c'est parce que vous savez, jeter le bébé avec l'eau du bain. Moi, j'ai pas dans l'idée on peut faire évoluer les institutions, il faut les faire évoluer, c'est clair. Mais les institutions, c'est autre chose qu'un système politique, si vous voulez. C'est un peu les institutions, c'est la mécanique. Système politique, on est dans une démocratie, une république. Alors ça, justement, vous savez qu'aujourd'hui, il y a quand même un débat sur ce terme démocratie, parce que démocratie représentative, pour certains, c'est un oxymore, et on pourra en discuter. Et effectivement, quand on voit le référendum de 2005 qui est bafoué, finalement, le peuple, qu'est-ce qu'il peut faire? À part ne plus voter pour les mêmes. Mais de toute façon, on connaît que 3 ou 4 partis politiques, parce que ce sont les seuls qui sont médiatisés. Et les gens qui les médiatisent sont des copains, justement, de ceux qui vont ensuite prendre les rênes du pays. Donc, comment on fait pour s'en sortir? Moi, je pense que c'est aux citoyens d'en discuter. J'étais ce week-end dans ma circonscription, en Charente, et je participais à un banquet qu'on pourrait qualifier de républicain, qui rassemblait des hommes et des femmes de gauche.
mais d'autres auraient pu être là aussi d'ailleurs, c'était ouvert à tous, mais dans lequel les 200, on était un petit peu plus de 200, mais les 200 participants de gauche ne se reconnaissaient pour pas grand-chose dans la politique qui est conduite actuellement par le gouvernement. Enfin, sur un certain nombre de domaines, mais ce sont les domaines dont on parle. C'est normal s'ils sont de gauche. Oui, dans un sens, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Parce que ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne se reconnaît pas à travers la politique de M. Valls, de M. Macron, on ne se reconnaît pas dans une politique de gauche, en tout cas. On se reconnaît dans une politique, oui, d'accord, enfin, dans le cadre de nos institutions, ce que vous voulez, on n'est pas en guerre civile et tout, mais ce n'est pas une politique de gauche. Donc, nos institutions, à mon sens, doivent être revues. Vous dites qu'on est tous à la botte un peu des Américains. Parce que finalement, je crois que le pouvoir dans notre pays est beaucoup trop concentré entre les mains de quelques-uns. Le président de la République, toute une technostructure autour de lui, qui sont les mêmes, que ce soit la droite ou la gauche qui gouverne, c'est les mêmes idéologies finalement qui sont au pouvoir. Et c'est pas une bonne chose parce que les citoyens, une fois qu'ils ont voté pour un homme, sont plus trop concernés par la politique qui va être conduite. Disons que un député, pour prendre une image, on peut le voir tous les jours, presque tous les jours. On peut le voir sur le terrain, dans les communes. Moi, j'ai 223 communes dans ma circonscription. J'y effectue par an plus de 400 permanences. Je participe à peu près à 600 manifestations locales par an. Réunions avec des élus, réunions avec des associations, matchs de football, banquet des chasseurs, tout, 600. 400 permanences dans lesquelles j'ai des entretiens en vis-à-vis avec 1, 2, 5, 20 personnes. Ça dépend des sujets et des lieux. Et puis, les occasions de rencontrer. Les occasions de me faire engueuler. Les occasions, tout au moins, pas trop engueuler, mais les occasions de m'interpeller. De me dire, mais Jérôme, qu'est-ce que tu penses de ça? Mais on t'a pas entendu sur ce sujet. Il faut que tu t'intéresses à ça. Il faut que tu nous défendes. Il faut que tu nous représentes par rapport à ça. C'est quotidiennement, enfin, toutes les semaines, si vous voulez, que j'ai des interpellations, qui sont plutôt positives d'ailleurs, en ce qui me concerne, parce que, si vous voulez, je suis député depuis presque une trentaine d'années maintenant, et les citoyens que je représente, ils ont complètement l'habitude de me voir quelque part. Ils vont pas dire, tiens, le député est là, c'est extraordinaire, on va lui sauter sur le paletot, parce que, comme on le voit jamais, on a vraiment beaucoup de choses à lui dire. C'est pas le cas. Ils me voient quand ils veulent, ils le savent. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'un député, on peut l'interpeller, on peut le voir, on peut le rencontrer, on peut lui demander de voter. Pas de mandat impératif. Je suis libre de mes votes à l'Assemblée nationale. Mais il est normal aussi que j'en rende compte à mes mandants, aux citoyens que je représente. Et il est normal qu'avant d'exprimer ses votes, quand l'occasion se présente, et elle se présente, croyez-moi, tous les jours, il est normal que quand il y a un débat dans la société, que j'en parle avec les citoyens que je représente, en disant, Robert, Martine, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je pense ça, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Et ce genre de débat, vous citiez tout à l'heure le mariage pour tous, mais la loi sur les retraites, la loi NOTRe, et combien d'autres, je pourrais en citer une bonne quinzaine de lois importantes depuis 3 ans, ont suscité pour moi des heures et des heures et des heures de débat à chaque fois. Oui, mais attendez, excusez-moi, je vous coupe. Alors, effectivement, il peut y avoir des débats à l'Assemblée, c'est très bien. Ou sur le terrain avec des militants, et vous votez peut-être en... Avec les citoyens. Et ça suscite votre vote, c'est très bien. Mais alors peut-être que vous êtes une exception. Parce qu'en tout cas, on voit par exemple sur la loi sur le mariage pour tous, il n'y a pas eu de référendum. On ne sait pas ce que le peuple français en pense finalement. La plupart des lois sont votées comme ça. Il y a très peu. Mais c'est une aberration. C'est pour ça que. C'est une aberration. On ne va pas faire des référendums sur chaque loi votée. Attendez, quand même pas sur chaque loi, mais je veux dire c'est quelque chose d'aussi engageant pour l'aspect sociétal de la France. Ça mériterait quand même de passer. Parce que quand on sait qu'il y a 800 000 personnes qui signent une pétition, ça vaut le coup quand même de faire quelque chose, non? Oui. Moi, je ne suis pas un fanat du référendum.
Comme beaucoup d'hommes politiques. Parce que tout simplement, si on rentre dans cette logique-là, et pourquoi pas, hein, il faudrait faire des référendums 5 fois par an. Et pourquoi pas? Oui, mais pourquoi pas? Parce que simplement, ce que je crains dans ce cas-là, c'est que référendum après référendum, les Français finalement finiraient par plus véritablement s'intéresser aux choses. C'est-à-dire confusionner les choses. Attendez, c'est déjà le cas maintenant. Les gens voient qu'ils votent à droite ou à gauche, ils ont la même politique, du coup ils s'intéressent plus à la politique. Voilà, mais je pense que, si vous voulez, quelque part, le référendum, ça ne peut pas être non plus, et c'est le risque qu'il peut y avoir, parce que ça ne peut pas être non plus un plébiscite ou un vote. Le référendum, il faut faire attention à son usage. Il peut se justifier, d'ailleurs la Constitution précise hein, dans quel cadre il peut être utilisé. Moi, je dis pas que j'ai rien contre, mais je suis pas pour un usage d'un référendum à tout propos. Je vous disais, en matière d'évolution de nos institutions, je n'avais pas tout à fait terminé ce que je voulais vous dire, même je n'avais pas dit l'essentiel. Je suis clairement contre l'élection du président de la République au suffrage universel. Ce qui veut dire en clair que je suis contre les pouvoirs que l'on donne au président de la République. Parce que ces pouvoirs, ils découlent du suffrage universel. Si vous élisez demain quelqu'un par le biais des assemblées, comme ça se faisait avant ou comme ça se fait ailleurs, vous n'allez pas donner à cette personne les mêmes pouvoirs que peut avoir quelqu'un qui est issu de la légitimité populaire. Donc je suis pour un changement radical de nos institutions. Est-ce que c'est pas revenir un peu à une forme de 4e République? On me dit ça souvent. Mais est-ce que vous direz que l'Allemagne, que l'Espagne, que la Grande-Bretagne, que la Suède, je ne vais pas vous les citer, les 25 autres pays de l'Union européenne, ou les 28 autres, ou les 27 autres pays de l'Union européenne, est-ce que vous direz ils sont sous un régime de 4e République? Non, c'est vrai, parce qu'effectivement, ils arrivent à faire des coalitions assez facilement, puisque finalement, les 2 ou 3 grands partis, finalement, servent les mêmes intérêts. Donc, Pas forcément, mais la question ne doit pas être vue comme ça. La question est, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de faire fonctionner un pays avec des représentants élus par les citoyens et qui sont en prise directe avec ces citoyens? Et dans tous les pays européens, et bien ailleurs aussi, ce sont les parlementaires. Ce n'est pas un président élu. D'ailleurs, quand vous remarquez, contredisez-moi si vous pensez le contraire ou si vous avez un exemple, mais j'ai souvent réfléchi, souvent posé la question. Pour l'instant, je n'ai pas eu de contradicteur. Quel est le pays européen qui nous ressemble en matière d'institution, où on élit un président au suffrage universel avec les pouvoirs qu'a notre président? on est un peu une exception en Europe. Les seuls pays dans le monde, parce que si vous élargissez, les seuls pays dans le monde qui ont des institutions qui ressemblent peu ou prou à la nôtre sont certains pays africains qui ont copié nos institutions au moment de la décolonisation. Voilà, en 62, tout ça. Après, on leur a donné leur indépendance, qui méritait d'ailleurs, tout à fait, mais en leur filant nos institutions. Ils les ont copiées. Pour certains d'entre eux, ils les ont gardées. Et puis la Russie. Bon, c'est pas tout à fait un copier-coller, mais en Russie, on a un président qui a des pouvoirs très forts. Voilà. À part ça, dans le monde, peut-être dans certains pays asiatiques, j'ai pas tout en tête, mais je m'aventurerai pas. Mais disons que dans le monde OCDE ou aux alentours de l'Europe, on est une exception, la seule exception qui existe. Alors, parce qu'on est les meilleurs et que les autres, ils n'ont rien compris et qu'ils ne vivent pas dans une démocratie, les autres, alors que nous, on a la chance de vivre dans une démocratie avancée. Alors, si je me permets quand même de répondre, on sait très bien pourquoi la 5e République, c'est quand même De Gaulle qui a fait des institutions pour lui. C'est effectivement des institutions qui conviennent pour un despote éclairé. Non, c'est pas... Mais je termine et puis je vous rends la parole tout de suite, parce que De Gaulle a bien vu ce qui se passait sous la 4e, c'était ce qu'il appelait la chienlit avec les partis politiques qui n'étaient pas élus. Il voulait un suffrage universel direct pour que le peuple, il n'y ait rien entre le peuple et la direction de la France. Donc c'est pour ça qu'il a mis en place ces institutions. Maintenant, si le despote n'est pas éclairé mais joue contre les intérêts de son pays, ou si les partis qui vont faire une coalition jouent contre les intérêts du pays, ça revient exactement au même finalement. Je pense que vous vous trompez en partie. Le général de Gaulle, que je n'ai pas connu, j'étais trop petit,
mais je connais l'histoire et vous aussi, vous devez vous souvenir de cette histoire. Vous avez omis quelque chose de fondamental, qu'il ne faut pas omettre. De Gaulle, il n'a pas fait ses institutions pour lui, comme vous le dites. Pas pour lui. Il était là, oui. Il a fait ses institutions parce que la France, à la fin des années 50, jusqu'en 62-63, la France était en guerre. La France était en guerre avec l'Algérie, qui voulait son indépendance, et on va dire pratiquement en guerre civile aussi, puisqu'en France, un mouvement qu'on a qualifié de terroriste existait, l'OAS et le putsch des généraux. Voilà, c'était le contexte où les institutions, pour pouvoir exister dans un contexte de guerre, avaient besoin d'être renforcées à un point ultime, des institutions de guerre. Voilà, c'était ça la Ve République. Les fonds baptismales, le fond de la Ve République, c'est la guerre. Des institutions pour faire face à la guerre. De Gaulle ou pas de Gaulle, bon. Mais après, on est 60 ans plus tard, on est toujours en guerre. Enfin non, on a toujours des institutions qui découlent, peu ou prou, de la situation de la France à la fin des années 50 et au début des années 60. Cherchez l'erreur est là. Mais aujourd'hui, on voit que nos voisins italiens, nos voisins anglais, nos voisins allemands, etc., finalement, ils n'ont peut-être pas les mêmes institutions, mais ils sont dans des situations qui sont totalement comparables. Ils sont aussi pris dans la tenaille de l'Union européenne, ils sont à la remorque des États-Unis comme nous. Donc finalement, ça ne change pas grand-chose. Tout ne dépend pas d'un seul homme. Quand Mme Merkel, elle va négocier, y compris avec M. Obama ou avec M. Hollande ou avec M. Cameron et tout ça, dans les conseils européens ou à l'OTAN ou partout où elle peut aller, je peux vous dire, parce que je connais bien la situation allemande, je vous ai rappelé que j'étais vice-président de la Commission des affaires européennes, je vais souvent en Allemagne, je vois mes collègues allemands. Alors, ils ne font pas une politique qui me convienne, bien souvent. Je la combats, comme je peux aujourd'hui combattre en partie la politique qui est conduite par le gouvernement de mon pays, que je partage pas tout, loin s'en faut. Mais les députés allemands, ils ont Mme Merkel face à eux plusieurs fois par semaine avant qu'elle aille rencontrer M. Hollande ou M. Tsipras. Voilà, c'est un drame, j'arrive pas à dire son nom. Enfin, tout le monde m'aura compris. Donc ça, c'est une réalité allemande. Mais on pourrait dire pareil de M. Cameron et de beaucoup d'autres dirigeants européens. Est-ce que M. Hollande va devant le Parlement? Est-ce que M. Valls va devant le Parlement à la veille d'un sommet européen pour dire, même en petit comité, je dirais, on n'est pas obligé de dévoiler toutes les stratégies secrètes, les tenants, les aboutissants d'une négociation, mais Mme Merkel va devant le Parlement, va devant les commissions. Et c'est bien pareil dans 25 pays sur les 28 de l'Union européenne. La France est une exception. Si on était une exception heureuse, on disait, c'est bien, on est heureux d'être comme ça, parce que regardez comment ça fonctionne bien chez nous par rapport au fait que ça fonctionne mal chez les autres. On pourrait dire, les autres feraient mieux de nous copier. Mais je ne dis pas que chez les autres, c'est forcément tout mieux, parce que comparaison n'est jamais raison. On sait bien. Mais pour autant, moi, je sais d'où viennent ces institutions. Je sais que nos institutions, c'est comme une pyramide, mais elle repose sur sa pointe, sur l'élection d'un seul homme. Pour moi, c'est pas quelque chose d'admissible. Ok, dernière question alors, parce qu'on a parlé un peu de référendum. Est-ce que vous ne seriez pas tout de même pour un référendum d'initiative populaire? C'est-à-dire que la population, le peuple, au bout d'un moment, il y a un certain nombre de signatures, ils disent que ce sujet est important, alors peut-être pas 100 fois par an, mais sur certains sujets qu'ils jugent importants, ils puissent avoir le pouvoir de déclencher lui-même un référendum. Oui, mais c'est prévu, tout n'est pas mis en place, mais il y a eu déjà une réforme qui initie ce processus. Mais c'est d'origine parlementaire, c'est pas citoyenne. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, il y a un filtre, si vous voulez. Dans le processus qui est prévu, il y a à la fois des signatures et un filtre parlementaire. Oui, mais dans ce cas-là, effectivement, le filtre parlementaire, il rend pas forcément compte de l'avis du peuple, quoi, malheureusement. C'est que à la fois, si ce que je savais pas que vous alliez m'interroger là-dessus, j'ai pas forcément
cet aspect-là précisément dans la tête. Mais ce dont je me semble me souvenir, dans les débats que nous avons eus et les votes que nous avons pu faire, dans les changements qui ont été opérés, c'est que ce référendum serait possible à partir d'un certain nombre de signataires, et ces signataires étant portés à l'Assemblée nationale, et après, l'Assemblée nationale doit délibérer, peut-être avec une majorité particulière, c'est pas nécessairement la moitié qui peut s'opposer, ça peut être peut-être plus, mais doit délibérer pour savoir si le référendum peut avoir lieu, si vous voulez. Ah oui, mais dans ce cas-là... C'est ça que j'appelle un filtre. Oui, mais dans ce cas-là, ce genre de filtre, par exemple, si demain le peuple français dit il faut mettre en place une commission qui va surveiller nos députés et qui va pouvoir, par exemple, mettre fin à leur mandat prématurément si on considère qu'ils ont trahi, etc., il est évident que les députés de l'Assemblée nationale ne filtreront pas ce genre de demande. C'est-à-dire que, prenez cet exemple, si la question était posée comme ça, évidemment qu'on peut que s'opposer à ce genre de... Alors que le peuple y est massivement favorable. Parce que on ne peut que s'y opposer parce qu'il faudrait trouver les mécanismes. Je veux dire, c'est quoi? C'est qui déciderait qu'il y a eu trahison? Qui déciderait qu'il y a eu... Ça serait une manifestation? Ça serait Non. 100 000 personnes? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut réfléchir... C'est pour donner un exemple. On peut imaginer qu'il y ait quelque chose qui soit réfléchi, qui ait été abouti, une proposition que le peuple fasse. Et dans ce cas-là, il est évident que les députés vont pas dire... Oui, non, comme vous dites, on peut imaginer. Mais l'exemple que vous avez pris est peut-être un peu malheureux parce que vous dites un truc. Bien sûr que les Français, ils aimeraient que la façon dont on fait de la politique corresponde toujours à leurs attentes, à leurs besoins, à leurs envies. Il peut arriver, quel que soit le gouvernement, pour une certaine façon de faire les choses sur un certain point, ça ne convienne pas à quelques-uns, voire à un grand nombre. Ça peut arriver, hein. Bon, donc, parce qu'on aurait décidé une augmentation de TVA, mettons. Hein. Ça plaît pas aux Français. Bon, bah, ok, c'était pas promis, c'était pas prévu. Donc, parce qu'on fait ça, un gouvernement fait ça, une majorité fait ça, il y aurait un mécanisme de destitution qui pourrait s'engager sur un aspect. Parler d'un aspect, bon, peut-être un tout petit peu technique. Je vais prendre un autre exemple, comme ça va être extrêmement clair, vous allez voir. Imaginons que les Français ne veulent pas d'OGM. Donc ils disent, on va faire un référendum d'initiative populaire et on va soumettre, et c'est les Français qui vont décider s'ils veulent des OGM ou pas. Les parlementaires, eux, dont certains peut-être vont être sous la contrainte de lobbies puissants, vont dire, ah non, ça on va pas le faire voter, et c'est hors de question. Oui, mais enfin, pour l'instant, les OGM en France sont largement contrôlés. Hein. Oui, mais déjà, on en a quand même, alors que les Français n'en veulent pas. Et deuxièmement, on paye des millions d'euros d'amende chaque année parce qu'on refuse de les mettre sur le marché. Donc, Si on paye, c'est qu'on n'en a pas, ou en tout cas, quand on en a, ils doivent être dûment estampillés et que le consommateur doit être prévenu. Ou par exemple, sur l'évasion fiscale. L'évasion fiscale, les Français n'en veulent pas, et on voit très bien qu'aujourd'hui l'Union européenne est un système d'évasion fiscale. Est-ce que ça mérite pas le peuple ne peut pas se saisir de ces questions-là? Si, mais si vous posez la question au peuple, est-ce que vous êtes pour ou contre l'évasion fiscale? Vous croyez qu'il y a besoin de poser la question au peuple pour savoir? Bah exactement. Par contre, les députés, eux, ne feront peut-être pas voter une telle loi. Mais non, mais on est contre l'évasion fiscale. Elle est même l'évasion fiscale. On est contre l'évasion fiscale. Ah bah pourquoi elle a lieu alors? Mais parce qu'il y a de la fraude fiscale, tout simplement. Il y a des mécanismes qui permettent aux entreprises d'échapper à l'impôt. Oui, mais alors là, c'est plus de la fraude, si vous voulez. Ce sont des mécanismes, effectivement. Oui, c'est ça, c'est des politiques délibérées. Oui, ça peut être des politiques des entreprises multinationales. Alors, cela dit, on prend des mesures. Hein. Vous voyez actuellement, si le débat a lieu, on prend des mesures pour que des entreprises qui font des bénéfices en France payent leurs impôts en France. On a des discussions actuellement avec des grands groupes multinationaux pour obtenir cette évidence. Maintenant, bon... Comme Total, par exemple? Non, comme Google, comme Amazon et d'autres. Mais maintenant, poser la question aux Français, est-ce que vous êtes pour ou contre ça? Ben, les Français diraient qu'ils sont pour. C'est évident. Pour autant, c'est pas parce qu'on dit qu'on est pour qu'on prenne ce genre de mesures qu'une fois qu'on a dit qu'on était pour, ça y est, on a trouvé le mécanisme qui permet parce que si c'était si facile que ça, depuis 20 ans, que ce type de choses existe, voire plus,
je pense que beaucoup de gouvernements qui s'y sont attelés auraient trouvé la parade. Je ne dis pas qu'on n'arrive pas à faire des progrès dans ce domaine, mais vous savez, les questions posées par référendum, ou alors vous allez arriver, comme pour l'Union européenne, à 300 pages qu'il faut lire, assimiler, et sur lesquelles il faut répondre. Parce que oui, non, dans beaucoup de domaines, ou alors il faut faire des dizaines et des dizaines de réunions d'explication. Moi, ce que j'avais fait d'ailleurs pour le référendum en 2005, j'avais fait 37 réunions publiques dans ma circonscription. Et il y avait eu du monde. Et ça avait payé finalement. Oui, parce que dans ma circonscription, je crois qu'on avait voté à 65% contre. Donc c'est possible. Mais bien sûr, mais quelle énergie! Je veux dire, il y a eu 3 mois de totale implication de ça. Je me vois pas. C'est difficile de faire ça 3 fois par an, quoi. Hein? Ben, enfin, moi, je suis en tout cas pour que les citoyens ils s'intéressent plus et qu'ils soient plus acteurs et qu'ils soient plus au contact de leurs élus. Moi, je vous ai dit tout à l'heure que je ne cesse de rechercher ce contact. Parce que ce contact, c'est ma légitimité aussi. Si je fais des choses que les citoyens ils attendent de moi, si je réponds à leurs attentes, à leurs aspirations, si j'apporte des réponses aux problèmes qu'ils peuvent rencontrer, aux questions qu'ils peuvent me poser, je suis dans mon rôle. C'est mon rôle de député. Je suis un représentant des citoyens. Je ne suis pas un représentant de l'exécutif ou de la technostructure qui vient expliquer aux citoyens qu'est-ce qu'ils doivent penser. Parce qu'on m'a appris la leçon en haut et je vais répéter cette leçon aux citoyens. Non, je suis là pour dire à ceux qui nous gouvernent, ce n'est pas les députés qui nous gouvernent, c'est l'exécutif, la technostructure, française ou européenne. Je suis là pour leur dire, moi en tant que représentant des citoyens français, voilà ce que j'attends de vous. Voilà les problèmes qu'on doit régler. Et j'attends vos réponses. Si vos réponses conviennent, je vais les approuver. Si elles ne conviennent pas, je les désapprouverai. Et je rendrai compte aux citoyens de ce qu'à la fois j'ai pu défendre et à la fois de la réponse que vous avez pu me faire. Voilà, c'est comme ça que moi je conçois mon rôle de député depuis une trentaine d'années. Mais ce que je constate, c'est que souvent, c'est vrai, nos institutions n'aident pas à cette façon de travailler. Parce que bien souvent, je me suis trouvé heurté, et encore récemment, avec le gouvernement actuel, mais dans le passé, avec d'autres aussi, un discours que l'on tient aux députés, que la technostructure tient aux députés, en disant « Mais enfin, vous êtes mauvais, vous expliquez pas assez bien aux Français ce qu'on veut faire. » Moi, je dis « Mais je suis pas là pour expliquer aux Français ce qu'on veut faire, ce que vous voulez faire. Je suis là pour vous expliquer ce qu'attendent de vous les Français. » Ouais, en fait, ça fonctionne dans le sens inverse. C'est ça que vous êtes en train de... Et ben, en tout cas, merci pour votre sincérité, pour votre franchise. Merci pour le temps que vous nous avez accordé. Et puis, on aura peut-être l'occasion de se revoir rapidement. On vous souhaite bonne continuation, Monsieur Lambert, et certainement à très bientôt. Alors. Merci et pardonnez-moi, j'ai peut-être survolé certains sujets, passé un peu du coq à l'âne. L'exercice n'est pas facile, parce que le sujet était vaste. Mais merci de ces questionnements qui permettent toujours de réfléchir aussi un peu mieux. Merci à vous.